en l'an 1600, sur la place des Fleurs à Rome. On exécute au bûcher Giordano Bruno en raison d'hérésie et d'athéisme. Ce frère dominicain, libre penseur, prétendait, entre autres choses, que l'univers était infini, que la Terre tournait autour du Soleil, tel que proposé par Copernic, que Jésus n'était pas Dieu, mais un mage habile. Il n'en fallait pas plus pour mériter d'être brûlé vif par l'Inquisition. On peut voir aujourd'hui, place des Fleurs à Rome, une statue de lui, là où était son bûcher. Cependant, le mouvement humaniste issu de la Renaissance italienne prospère de plus belle dans la République de Venise et à l'intérieur de sa prestigieuse université de Padoue. Les années qui suivront verront le Sénat vénitien empêcher l'Église de s'approprier les biens laïques tels que les hôpitaux. De même, ce Sénat limite le pouvoir des tribunaux ecclésiastiques. Paolo Sarpi, docteur théologien, grand conseiller du doge de Venise. Il est le leader de la réforme vénitienne. Le pape Paul V répond en excommuniant le doge et son conseiller Sarpi en 1606. L'année suivante, Sarpi est sauvagement attaqué et battu par 5 hommes sur un pont de Venise. Un autre humaniste réformateur, victime des réformes entreprises. Si vous marchez un jour à Venise, sur la Nova Strada, vous apercevrez la statue de Sarpi sur une place lui rendant hommage. Le pont situé à l'arrière de la place étant celui où Sarpi a été sauvagement battu. On le retrouva avec une lame plantée dans la tête, mais il survivra à ses blessures. Peut-être devriez-vous considérer une novichoke? Le cas de Sarpi et Bruno illustre bien que s'opposer politiquement au pape et à la doctrine de l'Église catholique n'est pas sans risque dans cette Italie du XVIIe siècle. L'accès au progrès social et à la liberté de penser ne sera pas uniquement le résultat d'une action politique. Le progrès de la connaissance y contribuera grandement. Un professeur de mathématiques du nom de Galilée, inventeur à ses heures, ancien collègue de Sarpi à l'université de Padoue, découvrira que Bruno avait bien raison sur certains points. Peu de temps après le crime commis sur son bon ami Sarpi, Galilée met au point sa dernière merveille. Il s'agit d'une lunette de grossissement faite de 2 lentilles. Il ne le sait pas encore, mais cela lui permettra de révolutionner notre compréhension du monde. Il y voit plutôt une façon d'intéresser les marchands de Venise, se disant bien qu'ils ne pourront y résister. En effet, les marchands de Venezia, ils ont une peur bleue de croiser les pirates. Il a suffi de leur faire une démonstration du haut du campanile de Venezia. J'ai alors pointé l'île de Murano pour leur faire réaliser l'avantage stratégique à leur survie que d'identifier les autres bateaux avant que ceux-ci ne les perçoivent. Ils n'ont pas été difficiles à convaincre. J'ai eu beaucoup de commandes de fabrication de lunettes. Un soir de 1610, Galilée a l'idée de regarder le ciel à l'aide de sa nouvelle lunette. Il pointe dans la direction de la Voie lactée. Il voit beaucoup d'étoiles. Beaucoup plus d'étoiles que celles normalement visibles à l'œil nu, comme si le voile laiteux était fait d'une multitude de petites étoiles. Étaient-elles vraiment plus petites ces étoiles, ou bien, lorsque les marchands ont vu les gens sur l'île de Murano au travers de la lunette, ont-ils dit qu'ils ont vu des gens plus petits ou bien des gens plus loin? De façon analogue, on a toutes les raisons d'en déduire que les étoiles de la Voie lactée qui lui sont apparues ne sont pas plus petites, mais beaucoup plus loin que celles que nous voyons à l'œil nu.
Cette nuit-là, Galilée se souvient bien du discours de son enseignant au sujet du monde tel qu'imaginé par Aristote et corrigé par Ptolémée. La Terre est au centre du monde, immobile, et tous les astres, soleil, lune, planètes, étoiles, tournent autour d'elle. Les astres les plus loin sont les étoiles. Elles sont accrochées à une voûte, tel un dôme au-dessus de nos têtes. Il s'agit de la voûte céleste. Eh bien, Galilée avait sous les yeux, ce soir-là, la preuve que cette conception du ciel était dépassée et erronée. Les étoiles ne sont pas accrochées à une voûte, mais elles sont plutôt dispersées dans un espace profond, très profond, dont on ignore l'étendue. Une autre nuit, il observe que notre chère Lune n'était pas laissée polie, tel que les anciens le disaient et l'enseignaient. Voici les croquis dessinés par Galilée en 1610. Il constate des montagnes, des crevasses et surtout d'immenses cratères. Donc rien de lisse et parfait tel qu'imaginé par Aristote. Et finalement, après de multiples nuits d'observation, il constate que Jupiter ne voyage pas seul. Elle transporte avec elle 4 petites lunes qui tournent autour d'elle. En 1610, il publie ses découvertes du ciel et des étoiles dans un court traité appelé Siderus Nuncius, le messager des étoiles. Il devient célèbre dans toute l'Europe. Le duc de Toscane lui offre alors un poste prestigieux de grand philosophe du duc et grand mathématicien de Pise, avec un cachet très généreux. Par la suite, on l'invite à Rome. Les jésuites et autres conseillers du pape étaient fascinés par ses découvertes. À Rome, il rencontre également les membres du Lynx, une société composée de libres penseurs humanistes et de scientifiques. La question de l'héliocentrisme et du géocentrisme faisait encore partie des discussions parmi les savants. Tous savaient que cela était un sujet délicat. Giordano Bruno n'avait-il pas été condamné en partie pour ses positions sur le sujet? Galilée partage avec les membres de l'ordre du Lynx une observation au sujet des lunes de Jupiter qu'il avait observées. Un des arguments géocentriques souvent émis concerne la Lune. Plusieurs ne peuvent imaginer que la Lune arriverait à suivre la Terre si celle-ci tournait autour du Soleil. La Lune risquerait d'être éjectée durant les révolutions de la Terre autour du Soleil. Cette dernière affirmation est intimement reliée à une ancienne croyance qu'un mouvement circulaire est naturel, mais pas un mouvement trop complexe. Eh bien, l'observation de Galilée concernant les 4 lunes de Jupiter vient réfuter cet argument. Notre Lune peut très bien suivre la Terre, même si elle tourne, car c'est bien le cas de Jupiter et de ses lunes. De même, Galilée leur expose les résultats de ses expériences sur la chute des corps. Ces observations contredisent la théorie d'Aristote, encore enseignée à l'époque. En effet, pour Aristote, tout corps sur Terre en mouvement, si on le laisse aller sans le pousser, s'arrête éventuellement. Et une force permet de lui fournir une vitesse constante. Mais sans cette poussée, il ralentira jusqu'à s'arrêter et rester immobile, comme si l'état naturel était le repos. Galilée comprit, en faisant rouler des boulets, qu'ils peuvent rouler très longtemps, si le frottement sur la surface est faible. Il réalise que sans force de frottement, un boulet avec une vitesse pourrait sans aucun doute rouler à l'infini sans s'arrêter. Le frottement est une force qui s'applique sur le corps, qui réduit sa vitesse et sera présente jusqu'à ce qu'il s'arrête. Lorsque l'on pousse un corps au début de son mouvement, il accélère,
car la force de frottement est inférieure à la poussée que l'on exerce sur lui. Donc, la force totale est vers l'avant et produit une accélération vers l'avant. Mais plus le corps va vite, le frottement augmente, car il augmente avec la vitesse. On atteindra le point où le frottement sera égal à la poussée, mais en sens inverse. La force totale appliquée sur le corps sera alors nulle, et le corps ira à vitesse constante. Donc, la force totale appliquée sur un corps le fera soit accélérer, si elle est dans le sens du mouvement, ou ralentir, si elle est en sens opposé au mouvement. Et si la force totale est nulle, alors le corps voyagera à vitesse constante à l'infini. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des corps qui voyagent au travers le cosmos pour une longue période de temps, sans aucune force importante exercée sur eux. Durant cette période, ils iront à peu près à vitesse constante, comme si cela était leur état de repos. Selon Galilée, ce principe du mouvement d'inertie signifie qu'avoir une vitesse est un état stable et naturel, à même titre que le repos, et que la Terre pourrait très bien avoir une telle vitesse plutôt que le repos immobile. Par ailleurs, le repos, n'est-ce pas une notion très arbitraire? Ces arguments peuvent convaincre certains, mais l'autre question est: qui affrontera les autorités religieuses et politiques à ce sujet? Galilée croit qu'il pourra démontrer un jour que la Terre tourne autour du Soleil, et croit convaincre les autorités que notre monde demeure rempli de mystères qui nous échappent, mais qu'il est possible d'en découvrir sa nature physique. Les autorités religieuses devraient admettre que la recherche de la vérité n'est pas une hérésie, et que la Bible et Aristote n'ont pas eu réponse à tout.